Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, je continue l'étude des phénomènes mécaniques, les contractions musculaires, dans le cadre de l'étude du muscle strié squelettique. Je vous rappelle que dans la vidéo précédente, j'ai montré comment un muscle répond à une seule stimulation efficace. C'est par une secousse musculaire qui se caractérise par son temps de latence, son temps de contraction, son temps de relâchement et son amplitude. Et pour une série de stimulations espacées d'intensité croissante, le muscle répond seulement aux stimulations efficaces, dont l'intensité égale ou dépasse la rhéobase et que l'amplitude de ces réponses augmente au début puis se stabilise même si on augmente l'intensité du stimuli. On a déduit de tout ça que le muscle se caractérise par son excitabilité, sa contractilité, sa rhéobase, et puis le phénomène de recrutement. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de rechercher d'autres caractéristiques ou d'autres propriétés. Aujourd'hui, on passe donc au troisième cas, c'est lorsqu'on applique au muscle deux excitations efficaces de même intensité. Voilà donc les myogrammes qu'on va obtenir. Comme vous voyez, on aura donc à discuter trois cas. Le cas 1, puis le cas 2, puis le cas 3. D'abord, donc, l'axe des stimulations. Vous voyez ici sur cet axe qu'on a appliqué seulement deux stimulations ou bien deux excitations électriques. On va les appeler donc S1 et S2. La même chose ici pour le deuxième cas, l'axe des stimulations, deux stimulations, S1 et S2. Même chose pour le cas 3, axe des stimulations, deux stimulations, S1 et S2. Mais vous voyez la différence entre les trois cas. Dans le cas 1, vous voyez que les deux excitations S1 et S2 sont espacées et on n'applique pas la deuxième stimulation S2 jusqu'à le relâchement total du muscle et l'entrée dans l'état du repos. Alors que dans le cas 2, vous voyez, on a appliqué la deuxième excitation S2 lorsque le muscle commence à se relâcher, mais n'a pas encore terminé son relâchement. Alors que le cas 3, on a appliqué la deuxième excitation S2 au moment où le muscle était en contraction, il n'a pas encore commencé son relâchement. On va voir aussi, regardez, que pour le cas 1, on a obtenu deux secousses musculaires identiques, semblables, ayant une même amplitude. Regardez, l'amplitude avec cette flèche pour la première secousse et l'amplitude avec la deuxième flèche pour la deuxième secousse, elles sont égales. Ces deux amplitudes sont les mêmes. On va voir maintenant le cas 2. Lorsqu'on a appliqué la deuxième stimulation au moment du relâchement du muscle, on a obtenu aussi une première secousse avec la même amplitude que l'amplitude précédente, mais on a obtenu une deuxième secousse, regardez, ayant une amplitude plus grande. L'amplitude de la deuxième secousse a augmenté et est plus grande. Dans ce cas, regardez, les deux secousses ne sont pas espacées, mais elles sont collées l'une à l'autre. On dit qu'elles sont fusionnées. On appelle ce phénomène de fusion. Regardons le cas 3. Lorsque la deuxième stimulation S2 est très proche de la stimulation S1 et se fait au moment de la contraction, on n'obtient qu'une seule secousse ayant une amplitude plus grande. Regardez, avec cette flèche jaune, c'est comme l'amplitude de la deuxième secousse dans ce cas, dans le cas 2. Ici, on va dire que cette secousse qu'on a obtenue avec une amplitude plus grande, c'est le résultat de la fusion de deux secousses élémentaires dues aux deux stimulations S1 et S2.
Seulement ici, la fusion est complète au total, alors que là, la fusion est dite partielle ou incomplète. La description maintenant. Alors, comme je viens de dire, lorsque les deux stimulations sont proches l'une de l'autre et que la deuxième survient avant le relâchement total du muscle, les deux secousses fusionnent, c'est la fusion. Celle-ci peut être complète et on distingue une fusion incomplète et une fusion complète comme je viens de dire. Alors pour la description, on va donc distinguer trois cas. Cas où les deux excitations sont espacées, cas de deux excitations rapprochées, cas de deux excitations très rapprochées. Alors je rappelle que pour le deuxième cas, la deuxième excitation se fait au moment du relâchement. Et dans le troisième cas, la deuxième excitation se fait au moment de la contraction de la première secousse. Regardez. Cas de deux excitations espacées, on obtient deux secousses musculaires isolées de même amplitude. Cas de deux excitations rapprochées, de façon que la deuxième intervient pendant la phase de relâchement de la première secousse, on obtient deux secousses fusionnées partiellement, avec augmentation de l'amplitude de la deuxième réponse. Cas de deux excitations très rapprochées, de façon que la deuxième intervient pendant la phase de la contraction de la première secousse, on obtient une seule secousse à amplitude plus grande due à la fusion complète des deux secousses. Alors cherchons une conclusion. Donc, dans la conclusion, on cherche à mettre en évidence d'autres propriétés du muscle à partir de ces myogrammes. On a mis en évidence donc le phénomène de fusion des secousses. Il peut être soit complète, soit incomplète. Autre chose, donc il y a un nouveau phénomène, c'est le phénomène de sommation. Les efforts des deux secousses s'ajoutent pour obtenir une seule secousse plus forte, à amplitude plus grande. Alors ce phénomène de sommation concerne donc lorsque l'amplitude de la deuxième secousse augmente. Alors, donc, pour la première stimulation, déjà, les fibres sont contractées en réponse à cette stimulation. Et lorsqu'on applique une deuxième stimulation avant le relâchement total de ces fibres déjà contractées vont se contracter encore plus, ce qui donne une force plus grande. Et l'amplitude va augmenter encore plus, c'est la sommation. Alors pourquoi le mot sommation? Ça veut dire que c'est la somme des deux force des deux secousses pour donner une secousse plus forte et plus grande. Je passe maintenant à un autre cas. Myogramme obtenu par une série d'excitations efficaces de même intensité. Rappelez-vous, j'ai déjà parlé d'une série d'excitations, mais cette fois-ci, elles ont la même intensité, alors qu'on a déjà vu le cas où l'intensité des stimulations est croissante. Voilà les deux myogrammes qu'on va obtenir. Toujours sur fond noir, regardez. Alors tout d'abord, je précise comme d'habitude les deux cas, dans chaque cas, l'axe de stimulation. Voilà l'axe de stimulation avec plusieurs stimulations, regardez. Première stimulation, deuxième, troisième, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 stimulations au total. Alors que ce tracé, c'est le myogramme, l'axe au-dessous, c'est l'axe de stimulation. Axe de stimulation. K2, la même chose. L'axe de stimulation avec un nombre de stimulations. Alors si vous voyez donc la différence entre les deux cas, c'est que ici, les stimulations sont rapprochées les unes des autres, mais là, elles sont encore très rapprochées. On les approche donc de plus en plus. Là,
proches l'une de l'autre, là, très proches l'une de l'autre. Alors, dans ce cas, vous voyez, on obtient un myogramme sinueux. Alors, on distingue très nettement chaque secousse. Et chaque secousse fusionne avec la secousse à côté par une fusion partielle. Alors que là, il y a une contraction, une seule secousse, mais cette secousse, c'est le résultat de la fusion totale, c'est la fusion complète de toutes les secousses élémentaires. Alors on obtient un myogramme rectiligne en plateau. Donc le premier cas, on l'appelle le tétanos imparfait. Le deuxième cas, on l'appelle un tétanos parfait. Un tétanos parfait, un tétanos imparfait. Ici, le muscle se contracte et se décontracte plusieurs fois, mais sans finir sa décontraction. C'est comme si le muscle vibre. Alors là, que le muscle se contracte et reste contracté tout au long de ces stimulations. Description. Alors, pour décrire ces deux myogrammes, donc ces deux myogrammes doivent être donc obtenus grâce à des stimulations, mais il faut que ces stimulations soient suffisamment donc fortes pour obtenir ce genre de myogramme. Alors, pour ce premier cas, on a appliqué aux muscles plusieurs stimulations proches les unes des autres au cours du relâchement de chaque secousse précédente. Voilà, donc on obtient ce genre de myogramme appelé tétanos imparfait. Regardez, chacune se fait pendant la phase de relâchement de la secousse précédente. On obtient un myogramme à allure en escalier, puis un plateau sinueux dû à une fusion incomplète des secousses. C'est le tétanos imparfait. Donc ici, c'est un peu différent. Ici, au lieu d'utiliser donc des excitations au moment du relâchement de la secousse précédente, chacune, ça veut dire chaque excitation, se fait pendant la phase de contraction de la secousse précédente. Les muscles se contractent et restent contractés. On obtient un myogramme à allure de plateau rectiligne dû à une fusion complète des secousses. C'est le tétanos parfait. Voilà, donc, quelles sont les nouvelles propriétés obtenues à partir donc de ces deux myogrammes? Il y est directement au tétanos, on dit donc que le muscle est tétanisable, c'est la propriété de la tétanisation. Donc, conclusion, c'est la tétanisation du muscle. Tétanisation du muscle. Un autre cas, myogramme obtenu après un long tétanos. Ici, on va enregistrer un myogramme d'un muscle concernant une secousse isolée normale, puis on va la symboliser C1. Donc avant, je vais mettre tout d'abord l'axe des excitations ou bien des stimulations. Voilà. Donc j'enregistre une première secousse. Regardez que cette secousse se caractérise par donc, les étapes qu'on connaît avec une amplitude déterminée. On va l'appeler C1. Puis, on va lui appliquer, pour ce muscle donc, on lui applique une série de stimulations rapprochées pour obtenir un tétanos. Par exemple, 100 stimulations, 150 stimulations, 200 stimulations, etc. Et à la fin, on enregistre une autre secousse que je vais symboliser, Cn, la voilà, caractérisée aussi pour son amplitude et son temps de relâchement que je vais donc symboliser par C1, par Cn. Puis, je vais comparer les deux secousses, la secousse C1 et la secousse Cn. Alors, regardons tout d'abord pour les comparaisons. Alors, la première différence nette, c'est les deux amplitudes. Regardez. Donc, la première secousse C1 a une amplitude nettement plus grande, alors que l'autre secousse Cn, après un long tétanos, a une amplitude plus faible, donc il diminue nettement. Alors qu'on voit que entre ces deux projections verticales, si le temps de contraction, il n'a pas varié, c'est le même dans les deux secousses. Mais
le temps de relâchement compris pour C1 entre ces deux lignes verticales et compris pour Cn entre cette ligne verticale et cette ligne verticale. Donc, pour Cn, ce temps de relâchement a nettement beaucoup augmenté. Donc, le temps de relâchement est très grand, alors qu'ici, le temps de relâchement est faible. Pour le temps de latence, il ne varie pas trop, il varie seulement sensiblement. Donc, on va dire que après un long tétanos pour le muscle, on obtient une secousse qui caractérise la fatigue musculaire. Donc, l'explication ici, que le muscle devient fatigué, c'est pourquoi son amplitude diminue et le temps de relâchement augmente. Ça veut dire que la contraction devient plus faible en force et plus lente. Description. Après comparaison, on observe augmentation de la durée de la secousse, augmentation du temps de relâchement, augmentation très relative du temps de latence, diminution de l'amplitude. C'est dire que la contractilité du muscle devient très lente et de faible force. Et comme conclusion, on va conclure que il s'agit d'une nouvelle propriété, c'est la propriété de la fatigue, c'est la fatigue musculaire. Voilà, j'ai fini donc la description et l'interprétation des phénomènes mécaniques du muscle, c'est-à-dire tout ce qui concerne les myogrammes des contractions ou bien représentant les contractions d'un muscle. Voilà, je vous remercie donc d'avoir suivi la vidéo et pour la prochaine vidéo, on parlera d'autres phénomènes, cette fois-ci des phénomènes physiques liés à la contraction musculaire.